S'il y a bien une ville en France où l'on peut apercevoir des montagnes à chaque coin de rue, c'est bien la capitale des Alpes. La ville offre un spectacle naturel à couper le souffle, entourée par les majestueuses chaînes de Beldon, du Vercors et de la Chartreuse. Aujourd'hui, nous allons vous faire découvrir la ville aux trois massifs, ainsi que le fameux fort de la Bastille qui surplombe la ville. Bienvenue à Grenoble. Nous arrivons sur la place Notre-Dame, qui est un site historique important du centre-ville. Elle est entourée de bâtiments historiques, de cafés et de restaurants. On y trouve aussi la fontaine des Trois Ordres, qui date de 1897 et commémore les événements pré-révolutionnaires de 1788. Sur la place, on trouve également la cathédrale Notre-Dame, qui a été édifiée au Xe siècle. Dans un urbanisme extrêmement dense, elle possède la particularité d'avoir les immeubles d'habitation accolés à sa structure. Lentement abandonné en raison des travaux inachevés de restauration de 1966, l'édifice a retrouvé sa place dans la vie du diocèse et de la société civile grâce à la découverte inattendue, en 1989, des restes de son premier baptistère datant du IVe siècle. On y aperçoit le grand orgue de la cathédrale, dont le buffet classé en 1992 date du XVIIe siècle, ainsi que de nombreuses œuvres d'art. Nous sortons de la cathédrale et nous dirigeons vers la passerelle Saint-Laurent, maintenant réservée aux piétons. Jusqu'au milieu du XVIIe siècle, c'était le seul pont de la ville et la seule voie d'accès du grand axe de circulation reliant Chambéry à la vallée du Rhône. Il a été maintes fois emporté par les inondations et reconstruit en bois ou en pierre. Le pont suspendu actuel a été construit en 1837 et pour le financer, un péage a été mis en place pour une durée de 50 ans. Il relie le centre historique de Grenoble à la place de la Simèze. Et c'est sur cette place que nous découvrons la fontaine au lion. Elle a été commandée par la ville de Grenoble en 1839 et inaugurée en 1843. Depuis l'Antiquité jusqu'au XIXe siècle, Grenoble recense près de 150 inondations, dont plus de 80 entre 1600 et 1860, faisant d'importants dégâts et de nombreuses victimes. La fontaine s'inspire donc de ces événements. L'affrontement du lion et du serpent semble inspiré d'un vieux dicton dauphinois, le lion maîtrisant dans sa patte le serpent, celui-ci représentant les cours sinueux de l'Isère. Nous prenons la direction du musée dauphinois, qui se situe sur les pentes de la Bastille, dans le couvent Sainte-Marie d'en Haut. La montée des escaliers nous offre des vues splendides sur Grenoble. Après quelques minutes de marche, nous arrivons au musée dont l'entrée est gratuite.
On y découvre des collections permanentes, comme l'exposition Alpin 7000 ans d'histoire, qui aborde l'histoire du peuplement et de la vie dans les Alpes depuis le Néolithique. Et le Rêve blanc, qui retrace l'épopée des sports d'hiver dans les Alpes. Un autre espace est consacré à l'histoire de l'ancien couvent. Dans le cloître, on découvre une installation d'art contemporain de Simon Ogade, qui a imaginé une installation qui évoque à la fois un monde immergé et un monde en surface. Tentaculaires, les racines se débattent ou s'adossent contre les parois, s'opposant sur la pierre et replongeant dans la terre. Nous redescendons maintenant vers le centre-ville et nous rendons sur la place Saint-André, au milieu de laquelle trône fièrement la statue du chevalier Bayard, qui fait face au Parlement du Dauphiné et du Café de la Table Ronde, le plus ancien de Grenoble. On y trouve aussi la collégiale Saint-André, fondée en 1228. Cette église, au style pur et dépouillé, abrita le tombeau des dauphins et fut détruite en 1562 par les troupes protestantes durant les guerres de religion. Elle est maintenant une simple église. Nous continuons notre promenade dans la ville et admirons la vue depuis le pont Maurice-Gontard. Deuxième pont construit juste après le pont Saint-Laurent, depuis lequel nous apercevons le téléphérique qui relie la ville à la Bastille. À quelques rues de là, se trouve le jardin de la ville, qui est l'un des plus anciens jardins de Grenoble. L'emplacement qu'il occupe est connu depuis le Moyen-Âge. Son aménagement est réalisé au début du XVIIIe siècle par le gouverneur du Dauphiné. En 1719, la ville de Grenoble acquiert les jardins, le palais et ses dépendances. Derrière le jardin se trouve la place Grenelle. Depuis le XVIIe siècle, elle accueillait les marchés aux grains et aux bestiaux. Sa fontaine, le château d'Eau-la-Valette, fut édifié en 1825 et est orné de 4 angelots chevauchant des dauphins, emblème du Dauphiné. La place est entourée de bâtiments historiques aux façades élégantes, avec des styles architecturaux variés, datant principalement des XVIIIe et XIXe siècles. Elle est un point de rencontre pour les Grenoblois, grâce à sa position géographique centrale. Nous arrivons maintenant sur la place de Verdun. Cette vaste place est située dans l'hypercentre et a été conçue dans les années 1840 à l'emplacement d'un ancien bastion. À l'origine, dénommée place d'Armes, elle prend son nouveau nom en 1918, en souvenir de la bataille de Verdun, qui s'est déroulée du 21 février au 18 décembre 1916. Elle est entourée de bâtiments monumentaux, datant pour la plupart de la fin du XIXe siècle, et forme un carré de 150 mètres de côté. Elle héberge notamment l'hôtel de préfecture de l'Isère, le bâtiment de l'ancien musée-bibliothèque de Grenoble, et l'hôtel des troupes de montagne de Grenoble. Direction Parc Paul Mistral, où l'on découvre un édifice emblématique de la ville, la Tour Perret. C'est la première tour en béton armé construite au monde.
inaugurée en 1925 dans le cadre de l'exposition internationale de la houille blanche et du tourisme. Elle a été classée au titre des monuments historiques en 1998. Nous terminons notre journée par le fort de la Bastille pour profiter d'une vue panoramique sur la ville. Accessible en téléphérique, en véhicule ou à pied. C'est un fort militaire qui date du 19e siècle et qui a été édifié pour défendre Grenoble d'un ennemi potentiel qui serait venu de Chartreuse. On y découvre des espaces fortifiés, un musée des troupes de montagne, un centre d'art contemporain, l'acrobastie, des restaurants et surtout un panorama coupé le souffle. Et c'est ainsi que se termine notre journée. Grenoble nous a révélé ses multiples facettes, de ses ruelles historiques et monuments. On ne peut quitter la ville sans parler de sa gastronomie, avec son fameux gratin dauphinois, un plat traditionnel composé de fines tranches de pommes de terre cuites dans une sauce à la crème et à l'ail, puis gratinées au four. Tout comme ses délicieuses noix de Grenoble, mais aussi de ses avancées scientifiques et technologiques qui placent la ville à la pointe de l'innovation, comme en témoigne la présence du synchrotron qui permet entre autres l'étude des structures atomiques et moléculaires et de la physique fondamentale. C'est l'une des installations de recherche les plus avancées au monde qui attire des scientifiques de diverses disciplines pour mener des recherches de pointe. À bientôt pour de nouvelles découvertes.